Bonsoir, les titres. Levée de l'immunité parlementaire de Farba Ngom, les députés convoqués en plénière ce vendredi, c'est pour examiner le projet de résolution de la Constitution de la commission ad hoc. Vote de la loi d'amnistie, le rapport de Rule of Law Impact de l'Université de Stanford et Africa Jom Center parle d'une mesure contraire au droit international. Selon eux, la loi ne permet pas à la justice de faire la lumière sur les événements de 2021 et de 2024. Il faut apporter des correctifs. Les habitants de Ndiaro Samb, c'est dans la commune de Nguyen, cherchent un infirmier et ces derniers disposent d'un poste de santé équipé mais qui manque de personnel soignant. À Malika, les femmes ont marché, c'est pour réclamer justice pour Diary Sow et elles exigent également la fin de toute forme de violence faite aux femmes. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir et bienvenue. Affaire Farba Ngom, les députés convoqués en séance plénière vendredi, c'est pour examiner le projet de résolution pour la constitution de la commission ad hoc chargée donc de statuer sur la levée de l'immunité parlementaire du député et maire des Agnam. Nous restons toujours dans le cadre de cette affaire, suite donc au rapport de la cellule nationale de traitement des informations financières. Le député maire des Agnam n'est pas d'ailleurs le premier député qui a vu son immunité parlementaire remise en jeu. Aram Falndaou nous replonge dans l'histoire. Au Sénégal, l'histoire de l'immunité parlementaire ne date pas d'aujourd'hui. Une petite remontée des procédures enclenchées par le régime sortant dresse une liste de près d'une dizaine de députés ayant fait face à ce dilemme. 9 mois après l'investiture de Macky Sall en 2012, l'Assemblée nationale a levé le 10 janvier l'immunité parlementaire de 3 députés de l'opposition cités dans l'affaire de traque de biens mal acquis. Omar Sarr, Abdoulaye Baldé et Ousmane Ngom n'ont pas échappé à une requête du procureur spécial près la CREI. Mais les procédures judiciaires les plus marquantes du temps de Macky Sall restent sans nul doute la poursuite contre Khalifa Sall, maire de Dakar et député à l'époque. Il a été emprisonné en mars 2017 pour détournement de fonds publics avant de perdre en novembre son immunité parlementaire. Barthélémy Diaz dans l'affaire Ndiaga Diouf, Boubacar Biaye et El Hadji Mamadou Sall, accusés de trafic de passeports diplomatiques, ont également fait l'objet d'une plénière pour lever leur immunité parlementaire. Le cas d'Ousmane Sonko, l'opposant à Adji Sarr qui l'accusait de viol et de menace de mort, a quasiment boosté la curiosité des Sénégalais à s'intéresser au débat et au vote à l'Assemblée nationale alors que la séance se tenait à huis clos. Aujourd'hui, le parquet du pôle judiciaire financier a à son tour saisi le président de l'Assemblée nationale lui demandant la levée de l'immunité parlementaire du député maire de Agnam, Farba Ngom, citée dans l'affaire des 125 milliards. Elle marque ainsi la première poursuite judiciaire enclenchée par le tandem Diomaye Sonko contre un député. Parlons tout à fait d'autre chose. C'est pour parler bien sûr de la vote ou bien du vote de la loi d'amnistie, le rapport du Rule of Law Impact de l'Université de Stanford et Africa Jom Center parle d'un déni de justice. Cette loi ne permet pas aux victimes, mais également à la justice de faire la lumière sur les événements qui se sont passés entre 2021 et 2024. Des recommandations ont été faites afin que des correctifs soient apportés. C'est un compte rendu signé Elisabeth Christine. Le nouveau rapport de Stanford affirme que la loi d'amnistie portant sur la répression des manifestations politiques au Sénégal entre 2021 et 2024 viole le droit international. Henri Thuyeuse, conseiller expert au sein du Rule of Law Impact Lab et participant à l'étude, justifie cette affirmation. Au regard du droit international, pour conclure que la loi d'amnistie en l'état est contraire au droit international. Elle est contraire au droit international parce qu'elle empêche aux victimes d'avoir un recours effectif en justice. Elle empêche aux victimes et au peuple sénégalais d'avoir accès à la vérité.
et elle viole l'obligation du Sénégal d'enquêter et de poursuivre les auteurs des violations flagrantes des droits humains. Enfin, elle est illégale parce qu'elle offre une immunité inconditionnelle aux auteurs des violations des droits de l'homme sans que ces derniers n'aient à offrir une quelconque contrepartie. Le rapport intitulé « La loi d'amnistie au Sénégal, un déni de justice » a énuméré quelques recommandations. Eh bien, les recommandations, c'est de faire en sorte que le Sénégal se conforme au droit international, garantisse le droit des victimes à un recours, à un accès à la justice, enquête et poursuive en justice les personnes responsables de ces violations des droits de l'homme. Aliou Tine, fondateur d'Africazome Center, voit dans la loi d'amnistie à la fois un remède, mais aussi un poison. Donc, la loi, comme je l'ai dit, a été un remède pour sortir de l'imbroglio politique. Mais c'est un poison, c'est ce qu'on appelle la pharmacone en grec. Poison parce que c'est l'impunité qu'on garantit à des gens qui ont exécuté des personnes, qui ont tué des personnes, qui ont torturé. Et tout cela est documenté. Tout cela est bien documenté par les organisations de droits de l'homme. Donc, on ne peut pas accepter le refoulement de ces faits. Le rapport conclut que cette législation empêche les victimes d'accéder à la justice. Selon les auteurs, l'immunité inconditionnelle qu'elle accorde à tous contribue à normaliser le poison de l'impunité au Sénégal. Selon eux, le rapport prouve que cette loi est non seulement illégale, mais qu'elle finira par miner la démocratie sénégalaise si elle est maintenue dans sa forme actuelle. Je le disais en titre, suite au meurtre de la jeune Diary Sow, la fédération des groupements des femmes de Malika, soutenue par des organisations de défense de femmes, a organisé une marche populaire à Malika. Elles ont toutes appelé à dénoncer les genres de violence et réclament également des mesures fermes comme la peine de mort. Un mémorandum a d'ailleurs été remis aux autorités administratives locales. Je propose de suivre les explications de Ndeye Anta Diop. Elle est chargée de projet à la fédération. Elle est ici au micro de Mamadou Lamine Fati. Violences sexuelles restent une triste réalité. Elles sont commises dans les maisons, dans les quartiers, dans les lieux publics. Et la dépendance économique peut exposer davantage les femmes et les jeunes à des abus. Toute perte en vie humaine est un bras de moins au développement de notre chère nation. Elles sont aussi des impacts psychologiques et physiques sur les victimes telles que la dépression, les troubles du stress post-traumatique et le handicap, mais également les répercussions sur les familles et les communautés, exacerbant les inégalités de genre. Ces violences qui mirent le quotidien des femmes et des enfants ne peuvent plus rester impunis. Ainsi, en tant que citoyennes et citoyens, nous ne pouvons plus garder le silence face à la persistance de ce phénomène. Nous devons donc agir de manière énergique pour combattre ces violences. Nous dénonçons avec la dernière énergie cet acte ignoble commis sur une petite fille et qui porte atteinte à la dignité humaine. Nous interpellons les autorités sur les nécessités de mettre en place vraiment des stratégies nationales pour assurer la protection des femmes et des enfants. Et puis le sous-préfet de Malika, qui a d'ailleurs reçu le mémorandum des femmes et qui ont organisé la marche, a exprimé son soutien à la lutte contre les violences faites aux enfants et aux femmes. Abdoul Si se dit d'ailleurs prêt à accompagner les femmes dans leur initiative. Nous l'écoutons au micro de Mamadou Lamine Fati. Oui, il faut s'engager, je suis d'accord avec vous. Je suis d'avis qu'il faut s'engager pour mettre un terme aux violences
basées sur le genre et notamment les violences faites sur les jeunes filles. De mon point de vue, chacun d'entre nous a une part de responsabilité. Il faut le dire, il faut oser le dire. L'État, certes, a cette mission régalienne d'assurer la sécurité à tous les citoyens. Mais la communauté aussi, les populations ont un rôle extrêmement important également à jouer. Vous l'avez dit tout à l'heure, il nous faudrait davantage avoir cette culture de la dénonciation. Il faut dénoncer. Il faut nécessairement dénoncer. Mais je pense que pour cette affaire, l'enquête étant en cours, laissons l'enquête se poursuivre et la justice faire son travail comme il se doit. Parlons de la pêche durable. La coalition nationale pour une pêche durable a lancé sa campagne. Les acteurs listent ainsi les mots du secteur. Ils veulent une solution définitive. En ce qui concerne la pêche de Saint-Louis, les licences de pêche restent aussi une question à régler. Momar Alisnian et Mokhtar Seck. Saint-Louis a abrité le lancement de la campagne pour une pêche durable, une occasion qui a été saisie pour revenir sur les principaux problèmes du secteur dans la région. J'ai commencé aujourd'hui avec l'embouchure de Saint-Louis qui continue à faire des ravages avec plus de 600 morts, mais aussi avec l'exploitation du gaz offshore à Saint-Louis, avec le non-respect du PGS qui est l'étude d'impact environnemental, mais aussi avec l'installation du contenu local, que les acteurs veulent que ça soit un contenu local sectoriel, mais aussi on a parlé des licences de pêche avec la Mauritanie, mais aussi de diligenter les matériels de pêche qui ont été arraisonnés au niveau de la zone de Mauritanie. Face à ces difficultés, l'État, qui en est conscient, en appelle à une implication de tous les acteurs pour résoudre ces problèmes. L'État est en train de voir comment prendre en charge ces difficultés. Mais l'État ne peut pas tout faire, ce qui fait qu'on a besoin quand même l'appui de tout le monde, les ONG, mais surtout les organisations de la pêche. L'autorité administrative salue l'initiative de la Coalition nationale pour une pêche durable qui a organisé cette caravane. J'estime donc que c'est une belle initiative et j'estime également que c'est cela que nous attendons des acteurs, c'est-à-dire qu'ils puissent contribuer à la politique nationale définie par son Excellence le Président de la République, qu'ils puissent apporter leur contribution et qu'ils puissent accompagner le gouvernement et que le gouvernement également puisse les accompagner. Donc la main dans la main, les pouvoirs publics souhaitent travailler avec la population pour qu'ensemble nous définissions des objectifs et qu'ensemble nous atteignions ces objectifs. Lancée à Saint-Louis, cette caravane de la CONAPED sera clôturée à Mbour le 23 janvier prochain. Et puis, Ndiaro Samb, c'est dans la commune de Nguyen. Les habitants réclament l'affectation d'un infirmier pour le poste de santé. Selon eux, ils disposent d'une nouvelle infrastructure équipée, mais qui manque de personnel soignant. Conséquence, ils sont obligés de faire plusieurs kilomètres pour se soigner. Badou Ndaou est le porte-parole des habitants du village. Il est ici au micro de notre correspondant permanent Mbour, Muntagakan et Mamadouba. Je parle au nom de tous les habitants de Ndiarogne et de tous les hameaux qui l'entourent, comme Tchola. Le problème, c'est notre dispensaire qui manque de personnel. Nous tous comptons sur ce poste de santé que nous devons à une bonne volonté du village et à des partenaires. Mais le problème, encore une fois, c'est qu'il n'y a pas de médecin et nous ne pouvons pas nous y soigner. La conséquence donc est que nous sommes obligés d'aller jusqu'à Fadjal ou Joal, alors que nous avons un poste de santé tout près qui ne manque que de personnel. C'est pourquoi nous lançons un appel à l'État pour qu'il nous trouve du personnel, un médecin et du personnel. te fajkat ñëwul rek mel nañ sotteegut fajkat nag la ñuy jooy fajkat nag moo des ñu ngi woo nguur gi
di woo ñëpp bonne volonté boo xam ne bi mën nga cee def sa doole ñu ngi la ciy woo ñu indil ñu lépp médecin ak garab ak lépp problème fu ñuy faju benn centre de santé moo nekk fii Fadial te sori nañu. Introduction de l'anglais à l'élémentaire à Matam. Les enseignements ont bien démarré. Une délégation des autorités administratives et éducatives a fait un tour à l'école maternelle de Ndouloumadji pour s'assurer de l'effectivité de la mesure. Amadou Mardialo. Pour améliorer les enseignements apprentissages et permettre aux enfants de parler couramment l'anglais, le gouvernement du Sénégal a décidé d'introduire cette langue dans l'élémentaire et le préscolaire. Pour le lancement officiel, l'Académie de Matam a choisi l'école maternelle de Ndouloumadji pour le démarrage. Au cours de cette cérémonie, les enfants ont prononcé les premiers mots en anglais, une innovation majeure, d'après le chef de circonscription Tafsir Baba Anne. C'est une innovation majeure pour le système éducatif sénégalais. Comme nous le savons, l'anglais s'apprenait au niveau du moyen. Maintenant, si on descend maintenant au niveau de l'élémentaire et même au niveau du préscolaire, c'est une innovation de taille qu'il faut vraiment accompagner. Et comme je le disais, les enfants au niveau de l'élémentaire et du préscolaire sont plus réceptifs et ont une mémoire fraîche et ont une capacité de mémorisation énorme. Le nouvel inspecteur d'académie de Matam, Mahmoudou Omar Gueye, après avoir remercié les autorités administratives, explique le déroulement de l'enseignement de l'anglais dans les cycles ciblés. Au niveau de la région de Matam, chaque IF a 11 classes, 10 de l'élémentaire et une du préscolaire. Ce qui fait que pour les 3 départements, nous avons 33 enseignants qui ont été choisis pour l'introduction, dont 30 pour l'élémentaire et 3 pour le préscolaire. Donc le matin, ce sont les classes préscolaires qui ont fonctionné. Vous savez que la classe préscolaire ne fonctionne pas l'après-midi. Et le soir, maintenant, nous aurons les mêmes activités avec les classes de l'anglais. Après l'arabe, l'anglais devient la deuxième langue étrangère introduite dans les enseignements apprentissages à l'élémentaire et au préscolaire, dans un contexte marqué par l'introduction des langues nationales dans le système éducatif. Vote, vote, vote. La foire internationale de Kaolack se prépare activement. Les organisateurs veulent apporter des correctifs pour que les manquements notés l'année dernière ne se répètent pas. Ils comptent également sur le digital qui peut offrir, selon eux, beaucoup d'opportunités aux entreprises locales. À Kaolack, nous retrouvons Sekou Diallo et Astombaye. La FICA, Foire internationale de Kaolack, est placée cette année sous le thème « L'intégration du numérique dans les secteurs de l'économie ». L'édition 2025 de cette foire entend relever les défis économiques en explorant les opportunités qu'offre le digital. On est dans un contexte particulier. Bien vrai que le thème de cette année va porter sur le digital et notamment son impact sur le domaine économique, mais nous allons fortement débattre du référentiel 2050, de l'agenda de transformation des politiques publiques à travers la zone centre aussi qui va être mise à l'honneur. Après l'organisation du CRD, Comité régional de développement, dans le cadre du bon déroulement des activités de la foire, les organisateurs sont très satisfaits par les engagements pris par les chefs de services régionaux. Il est important d'organiser ce CRD pour demander à tous nos partenaires, pour demander aussi aux chefs de service qui sont là d'apporter aussi leur soutien. Nous avons été très satisfaits. Nous avons un nouveau régime, un nouveau référentiel économique et la Chambre de commerce, en tant qu'établissement public à caractère professionnel, doit toujours aligner donc ces projets et programmes au référentiel. Kaolack est déjà dans de très bonnes dispositions pour accueillir la 9e édition de la Foire internationale de Kaolack, un rendez-vous incontournable pour la région et la sous-région ouest africaine, avec comme pays invité d'honneur le Pakistan. Et puis, lancement de l'élection du service client de l'année. Une initiative qui célèbre l'excellence et la qualité des services offerts aux consommateurs. L'événement veut mettre en lumière les entreprises qui se distinguent par leurs engagements pour la satisfaction des clients. N'est-ce pas, Ndeye Alifal? C'est une première au Sénégal. Les services clients seront mis en compétition. L'objectif, valoriser et récompenser l'excellence des services clients dans le pays. L'initiative vient de Talamas de Sainte. L'objectif de cette rencontre, c'est le lancement officiel des inscriptions
pour les entreprises qui souhaitent challenger et auditer leurs services clients. Donc à partir de maintenant, les inscriptions sont ouvertes pour concourir à un prestigieux trophée qui se fera par secteur d'activité. Donc on ne compare que ce qui est comparable. Les banques vont être comparées avec les banques, les assurances pareil, les télécoms ainsi de suite. Et donc ce trophée sera décerné à l'entreprise qui a su se distinguer par la meilleure qualité de service, comment elle a réagi face à ses clients à travers des tests mystères. Pour remporter le prix, il faut obéir à un certain nombre de critères. Une étude de marché a été faite en septembre 2024. Nous sommes allés à la rencontre des Sénégalais dans différentes régions ici au Sénégal, représentatives justement de la population sénégalaise, pour comprendre qu'est-ce que le Sénégalais sur quoi il va mettre de l'importance, et on a adapté les critères vraiment à des réalités opérationnelles du pays. Parmi les critères, ça va être l'empathie, la courtoisie. On est un peuple de Teranga. Les inscriptions sont déjà ouvertes pour permettre aux structures de postuler. L'inscription est payante. Oui, tout à fait. Il y a un coût de participation pour couvrir les tests mystères. Je rappelle qu'il y a 120 tests mystères par entreprise sur les 5, enfin c'est omnicanal. Le coût, c'est un coût mutualisé puisqu'on leur donne non seulement leurs résultats, mais on leur donne leur positionnement sur le marché face aux participants de la même catégorie et puis le positionnement dans sa globalité. Elle gagne le trophée et le service client de l'année sur lequel elle peut communiquer sur toute l'année 2026. C'est pour ça que vous voyez 2026. Présent dans 9 pays, Talamas de Sainte vient de s'installer au Sénégal et ambitionne déjà de mettre en compétition les services clients de l'année. Cette élection vise à pousser les gens à reconnaître le travail acharné des équipes, une démarche qui, au-delà de la compétition, contribue à rehausser les standards de qualité dans tous les secteurs d'activité. Un grand merci, un grand bravo. C'est d'ailleurs cet élément qui me fait en cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur les antennes d'ITV. Je vous donne rendez-vous juste après cette édition pour un entretien spécial. Au revoir.